Bonjour à tous et bienvenue dans Arrêt au stand la course. Vous le savez maintenant, c'est votre rendez-vous du dimanche après-midi où nous vous emmenons à l'assaut des circuits. Alors aujourd'hui, Yves, on va sur le circuit de Nogaro. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce circuit? Eh ben, c'est un circuit mythique où se déroulent les Coupes de Pâques historiques dans le Gers. C'est un circuit de 3,6 km qui n'accueille pas la Formule 1 historiquement, mais qui est pourtant un très vieux circuit français. Il est un petit peu plus étroit que les pistes habituelles et on voit beaucoup de bagarres sur la piste. Eh bien c'est parti, maintenant place à la course. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à Nogaro, Gers, circuit Paul Armagnac avec naturellement l'impatience qui a été la nôtre de retrouver à la fois ce tracé somptueux. Nous sommes au mois d'août, il a fallu attendre pas mal de temps dans ces conditions relativement troublées, pour pas dire franchement difficiles. Eh bien, on a tenu bon, tout le monde s'est accroché pour que cette épreuve puisse avoir lieu. C'est quand même tout à fait fabuleux de se retrouver tous ensemble. C'est vrai qu'on a passé quelques périodes de doute, il faut bien le reconnaître. Et là, nous avons le plaisir d'assister à la course numéro 1 cette saison de l'Alpine Elf Europa Cup. Et on n'est pas peu content évidemment de voir ce plateau exceptionnel réuni par Alexandra Janté, Philippe Sino et toute l'équipe alpine. Franchement, qu'on remercie et qu'on félicite de ce travail et de cette abnégation. Un circuit magnifique, hein, 36-36, voilà, c'est un moyen mnémotechnique de se rappeler de cette longueur, 3636 mètres et les voitures à l'écran, avec un niveau qui n'a peut-être été jamais atteint en ce qui concerne en tout cas le rajeunissement des troupes. Il est évident en ce qui concerne également la professionnalisation de chacune des équipes. Elle est aussi évidente. Nous vivons la saison 3. La saison 1 a été remportée, on le rappelle, par Pierre Sancinena qui sera là, qui sera de la fête. On regarde le temps. Et hier, on a eu beaucoup d'eau et aujourd'hui, c'est parfait. 24 degrés dans l'air et un taux d'humidité très, très agréable avec zéro vent, hein, quasiment 8 km/h, donc la ligne droite pourra être avalée par les Alpines. Plus de 270 chevaux, je peux vous dire que ça va être vraiment très sympa. Il va y avoir des freinages comme d'habitude ici à Nogaro, toujours très spectaculaires, et on ne manquera pas évidemment d'évoquer l'ensemble de tous ces dépassements, de toutes ces interventions, de toutes ces ambitions qui vont être tout simplement le synonyme de ce que constitue aujourd'hui ce type d'épreuve, un challenge monomarque, mais également une coupe internationale, et avec elle évidemment ce plateau qui va maintenant s'élancer. Je pense que ça y est, tout le monde est relâché maintenant. Les quelques pressions, quelques stress positifs ou non qui étaient visibles ou pas d'ailleurs selon l'expérience des pilotes, parce vous allez voir, il y a des gens qui en ont beaucoup. Et sur cette grille de départ, on va retrouver sur la pole position un certain Matteo Herrero, redoutable cette année. Son papa a construit sa structure pour la première fois, et on voit apparaître cette grille de départ à ses côtés Pierre Sancinena, Pierre vainqueur de la saison 1, on l'a dit, engagé par Racing Technologies, double programme pour lui parce qu'il va faire du GT également. Ligne numéro 2. Magnifique performance de Laurent Hurgon de Autosport GP, le team lyonnais qui a placé cette voiture au 3e rang. 4e place, même team, mais identité évidemment différente, celle d'un tout jeune Jean-Baptiste Mella, pur produit du championnat de France F4. Le triple vainqueur de la Clio Cup partira 5e sur cette grille de départ aux couleurs d'Herrero Racing by Milan, en compétition à ses côtés. Celui qui a été le meilleur junior l'année passée justement en Clio avec l'Autosport GP, Edwin Trainard. Louis Méric qui a fait des gros progrès là durant la dernière session. Herrero Racing by Milan. Louis partira avec la 7e position aux côtés d'une polonaise avec Gozia Herdes du Racing Technologies, André Negrao. Alors on va le prononcer à la brésilienne, je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, c'est pas grave. En tout cas, c'est le pilote champion du monde d'endurance en LMP2 avec l'Alpine KA 470 de Signatec Alpine. Et je peux vous dire qu'on est très heureux de retrouver ce garçon très appliqué, très discret, vraiment un type qui mérite beaucoup d'admiration et d'intérêt. Vous verrez qu'il partagera son volant avec son coéquipier dans la même équipe. On retrouvera donc Thomas Laurent demain pour effectuer son parcours. Une jeune femme ensuite avec Lilou Wadou Dusselier qui s'élancera aux couleurs Autosport GP avec la 10e position. Philippe Bourgois partagera la ligne suivante avec Anthony Fournier. Ce sont des pilotes gentlemen d'ailleurs qui, de manière assez logique quelque part, se retrouvent à la suite avec Stéphane Oriacombe. Un joli talent pour Stéphane, on a pu s'en apercevoir lorsqu'il était en Clio. Yves Lemaître s'élancera avec la 13e position pour le Thiers Racing. Stéphane Proux, habitué de la discipline, c'est du Milan Compétition. Herrero Racing, avec Herrero Racing également pour Franck Rouxel. Et dernier sur la ligne de départ,
un autre gentleman, c'est Pierre Mackie. Voilà les voitures qui vont se présenter à nouveau. On reconnaît cet ancien paddock, on l'appelle comme ça, même s'il est évidemment toujours utilisé. On va passer sur l'ancienne ligne de départ, par contre, à ce moment précis où arrivent les voitures devant l'ancienne tour. Alors, on dirait qu'il y a beaucoup de choses anciennes, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses nouvelles également. Et surtout les infrastructures de Nogaro qui sont absolument géniales. Et on voit la leading car aux couleurs Baco, notre partenaire qui va récompenser tout à l'heure au podium la meilleure équipe qui va pouvoir s'élancer. Et le départ va être donné lancé, contrairement à ce qu'on verra tout à l'heure avec les Clio. Et attention à ce départ, le virage de la ferme, on le sait, est absolument redoutable. Pour l'instant, tient de la corde Matteo Herrero. Et sur l'extérieur, Pierre Sansilena. Là, il y a du talent à tous les étages, de pilotes anciens de l'école, de l'académie. Herrero qui va garder la corde à la ferme. Wow, derrière, attention, ça pousse un petit peu pour Laurent Aragon et Jean-Baptiste Mella. Pour l'instant, attention, l'endroit là où arrivent les voitures, où on a vu pas mal de sorties de route. Voilà, il ne faut pas aller trop loin à cet endroit sur le vibreur, sinon cela peut déséquilibrer l'auto. Ça va vite, qui est plus est, cette double droite. Elle arrive à l'escargot, freinage en appui pour ensuite arriver dans la partie la plus lente où il faut garder de la trajectoire, garder de la vitesse, pas trop faire chauffer ses pneus dans les premiers tours. Ouh, joli travers de Matteo Herrero, bien rattrapé, mais il a perdu un petit peu de temps, du coup ça pourrait le pénaliser dans la ligne droite. On va savoir ça assez vite. Voilà l'aspiration que ne manquera pas de prendre Pierre Sansilena, des voitures 270 chevaux, ça commence à envoyer une tonne seulement pour ces autos, et on voit que ça zigue et que ça zague pour le dossard numéro 69, Laurent Aragon. Et Laurent qui a réussi pour l'instant à préserver sa position. Derrière, certaines sagesse est à noter dans les équilibres. Et les équilibres, on pourra les confirmer naturellement avec le pointage officiel. Alors qu'on voit que la voiture numéro 76 de Pierre Sansilena a souffert à l'arrière droit. Donc ça veut dire qu'il y a eu très certainement une petite bouchette arrière gauche, plus précisément, pardon. Arriver dans cette grande courbe là où il faut bien sûr garder de la vitesse pour freiner le plus tard possible à cet endroit et remettre du gaz là pour la numéro 69. Clairement, il y a vraiment beaucoup d'incertitudes sur le fait que tel ou tel pilote soit à même ou non de pouvoir creuser l'écart. Pour l'instant, ça n'est pas le cas, tant mieux pour nous qui sommes spectateurs tous là. La course va être longue, on est pratiquement sur un demi-format GT, on va l'appeler de cette manière. C'est une grosse demi-heure pour ces pilotes. Il fait quand même assez chaud encore et croyez bien que l'effort physique est essentiel pour arriver à performer. Ergon, très bon départ de Laurent Ergon. Cette année, on savait qu'il était très vite le garçon, pilote essayeur de son état, pilote de GT également. Et alors, quelle classe! Alors que l'image apparaît Pierre Sansilena justement, bien vu que de nous montrer ce talent incroyable. Par contre, je me demande si la voiture n'est pas un petit peu déséquilibrée par cet élément de carrosserie qui est en train de retenir un petit peu la voiture. Hein. Je pense que dans la ligne droite, il va être pénalisé au niveau aéro. On saura ça très vite. Urgon, attention derrière aussi parce que ça chauffe pas mal avec Marc Guillot, triple vainqueur de la Clio Cup. Et puis derrière, en embuscade, on a Jean-Baptiste Mella. Mais Marc Guillot a fait un très bon start. Attention, Marc va essayer par l'intérieur. Ça ne passe pas pour l'instant. On sait qu'il faut quelques tours pour que le grip soit maximal. Il faut aussi comprendre cette piste, l'apprendre, savoir la lire. Parce qu'à chaque fois, il y a des évolutions qui sont très importantes au niveau du grip en fonction des températures. Cette piste qui a été lavée cette nuit, mais bon, depuis ce matin, je pense que beaucoup de gomme a été à nouveau déposée. Donc le grip est évidemment retrouvé. D'ailleurs, les temps auto réalisés ce matin étaient de loin plus rapides que ceux d'hier parce que la piste était tout simplement moins surchauffée qu'elle ne l'était hier. Hier, on a atteint des températures absolument ahurrissantes, y compris dans les autos. D'ailleurs, on nous parlait de 60 degrés Celsius à l'intérieur des voitures. Bon, là, il faut de l'endurance, il faut de la résistance, il faut tout simplement être un pilote, un athlète, parce que voilà, on appelle ça des pilotes, mais ce sont aussi des athlètes. Alors que ça flash derrière, là, il y a quelqu'un qui s'impatiente. C'est le numéro 44 qui me paraît pour l'instant, et c'est une numéro 44 puisque c'est Lilou Wadou qui semble dire au garçon qui est devant, écoute, là j'ai l'impression d'être plus rapide que toi, ça serait bien que tu me laisses passer. C'est pas le but, on est bien d'accord. Et c'est le numéro 31 plutôt, c'est Louis Méric. Alors ça s'entend bien parce que je crois qu'ils sont ensemble dans la vie, hein, donc j'espère que ça va pas générer de problèmes conjugaux. Non, a priori ça devrait bien se passer, même si Lilou, on le sait, elle a un talent grand comme ça, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Elle est toute jeune, elle doit avoir 19 ou 20 ans, donc vraiment elle a un avenir qui pourrait s'éclairer justement du côté du GT, du côté de l'Alpine, du côté de ces disciplines.
qui sont pour beaucoup de jeunes pilotes d'ailleurs des objectifs extrêmement louables, relativement nouveaux ceci dit, et je pense que les coupes de marque contribuent largement à ce que ces passerelles puissent être établies. Attention Marc Guillot au freinage de l'aviation, c'est un peu loin encore, ça ne passera pas. Ça ne passera pas pour l'instant. Marc Guillot qui a essayé sur Laurent Urgon, bon, attaquer Laurent à cet endroit, à cette quasiment mission, j'allais dire impossible, c'est pas le mot, mais ça c'est très très difficile parce que là il connaît la musique. Et regardez ce qui est en train de se passer, eh bien c'est Jean-Baptiste Mella qui est en train de revenir. Alors qu'on aperçoit à l'écran Benoît Rousset qui est le manager de Matteo Herrero et qui suit les performances de son poulain. Et pour l'instant, eh bien ça fonctionne plutôt bien pour Matteo qui est en train de s'échapper devant. Et on voit les records du tour qui sont affichés, mais pour l'instant le plus rapide des plus rapides c'est Mella, c'est la voiture orange qu'on aperçoit au 4e rang. Il est pour l'instant tout simplement crédité du meilleur temps et on le voit, il est en train de dégringoler littéralement sur le groupe devant. Alors quelle a été la performance chronométrique de Mella? Il était 4e, mais c'est surtout l'écart qu'il faut regarder pour avoir une idée de son rythme. Ouais, il y avait très peu d'écart, il y avait 4 dixièmes d'écart, donc il n'est pas du tout étonnant qu'ayant sans doute adapté le setup à la durée de cette course, il soit en début de course au moins rapide. Alors après, évidemment, si on a un setup qui sollicite les pneus en début de course, ça veut dire qu'il faut que ça tienne jusqu'au bout, ça c'est une autre histoire. Et à ce jeu, je pense qu'Herrero est le plus équilibré de tous, il a pratiquement gagné toutes les sessions d'essais libres. Il a été poleman avec une avance nette, disons-le, parce qu'il y avait 361 millièmes d'avance. À ce niveau, ça n'est pas courant. Et Laurent Urgon qui est obligé de décroiser dans la ligne droite pour empêcher tout simplement Marc Guillot de prendre de la speed. L'attaque par l'extérieur. Faut y aller là, ça n'ira pas d'ailleurs. Marc Guillot va pouvoir plonger à la corde. Il connaît parfaitement cet endroit, cette courbe, hein, très très relevée, qui est souvent le théâtre d'ailleurs de pas mal de bousculades. Pour l'instant, il faut nous accorder que l'Alpine Elf Europa Cup est d'une sagesse exemplaire et c'est bien que ce soit comme ça, surtout pour la première course, parce qu'après ça pourrait générer quelques esprits revanchards un petit peu trop hardis. Ben, pour l'instant, on n'en est pas là et c'est très bien comme ça. On n'oubliera pas évidemment ce qui se passe derrière. Regardez par exemple cette Lilou Wadou qui n'a pas réussi pour l'instant à se débarrasser de Louis Méric. Alors ça permet évidemment à Louis d'être un petit peu bousculé, d'être obligé d'aller un petit peu plus loin dans ses limites. Et puis le groupe des gentlemen ensuite. Sans oublier la féminine Gozia Erdest, la polonaise, qui s'en sort bien. Et du côté des gentlemen, donc c'est Philippe Bourgois devant Anthony Fournier et André Negrao. André qui a fait un départ assez compliqué. C'est vrai qu'encore une fois, il découvre cette voiture. Alors, il ne découvre pas le sport automobile parce que quand on regarde son palmarès, ça a tombé par terre. Champion du monde d'endurance, vainqueur des 24 heures du Mans avec l'Alpine l'année dernière. Et c'est Thomas Laurent qui prendra le volant demain. L'un et l'autre sont des pilotes très valeureux. Il nous manque Pierre Rague qui aurait pu constituer la dernière partie du triptyque qui va permettre, on l'espère en tout cas, à Alpine d'être à nouveau titré championne du monde cette saison. Pierre Rague qui est retenu par ses obligations de rallyman. Ça n'est pas des obligations, c'est un plaisir pour lui que de concourir également en rallye. Et là, le freinage, super freinage de Marc Guillot. Marc à la corde et voilà, l'externe, magnifique externe, mais ça ne passe pas. On n'attaque pas Marc Guillot de cette manière parce que Marc, c'est un garçon qui a les épaules très solides. On l'avait vu débouler en Clio Cup il y a quelques années. 3 titres quand même à son crédit et je pense qu'il a tout démontré, donc il a décidé de venir jouer en Alpine. Il le fait bien, vice-champion 2019, on le rappelle et clairement cette saison il faudra compter avec lui, mais encore une fois, saison après saison les niveaux progressent, les teams comprennent cette voiture exceptionnelle, hein, on le redit, et de plus en plus maintenant les équivalences sont confirmés. Même là, si on voit clairement qu'il y a un groupe de 4 qui sera à même de pouvoir se battre pour la victoire, ne sont pas encore au cap de la mi-course, donc c'est vers l'évolution des pneus qu'on va se pencher maintenant, voir quels sont les temps autour. Et il y en a un, me semble-t-il, Laurent Urgon, qui est en train de reprendre du rythme tout simplement. Il est plus rapide pour l'instant en tout cas que pas mal de ses rivaux, et il ne serait pas étonnant d'ailleurs qu'il aille chatouiller le record du tour, hein. On verra ça au prochain passage. Pierre Sansilena pareil pour améliorer son temps, donc et là ça a été juste, et là il faut beaucoup
d'expérience, hein, mais là par l'extérieur ça ne passe pas, les voitures qui étaient à quelques millimètres l'une de l'autre, il n'y a pas eu la moindre rayure, ça serait dommage, vous me direz. Pour autant, eh bien, l'un et l'autre se connaissent, s'apprécient, se respectent, et on le sent, on le voit à travers leur posture. Alors j'espère qu'en disant ça, ça ne va pas changer, il n'y a pas de raison que ça soit le cas. Allez, mais là on n'en voit qu'une au bout de la ligne droite, mais là va se jeter par l'extérieur, mais là il n'y a aucune solution, à moins d'un blocage de roue, pourquoi pas de Marc Guillot. C'est bien ce que fait Jean-Baptiste Mella, tout simplement parce qu'il est en train de coller la pression. Oh, qu'il est beau ce passage! Il est mieux placé, Guillot. Il est mieux passé à cet endroit, mais il est plus rapide. Jean-Baptiste Mella est retenu par Marc. Ça n'est pas faire offense à Marc d'annoncer ça. Je pense que là, si jamais il arrive à le passer, il va avoir un rythme tout de suite beaucoup plus soutenu, tout de suite beaucoup plus impressionnant. Et vraiment, il n'y a pas beaucoup d'endroits, à part peut-être à l'endroit où il vient d'effectuer sa tentative, où il peut, en croisant des trajectoires, eh bien, arriver à tout simplement provoquer une erreur. Mais Marc, c'est encore une fois quelqu'un de très solide, qui a beaucoup d'expérience, qui ne se laisse pas influencer autant que cela. Quelqu'un qui fait confiance depuis, j'ai envie de dire toujours, hein, à l'équipe Milan. Et donc, il a intégré naturellement Herrero Racing by Milan, compétition encore une fois cette saison. Allez, il va y aller, mais là, il en peut plus. Là. Je pense qu'il en peut plus, il va craquer, il va essayer. Il va essayer à tous les endroits de ce circuit. Ah oui, il va le connaître dans toutes ses largeurs, dans toute sa longueur. Et là, une petite faute hein, sur le vibreur, ça pardonne pas, 3-4 mètres de perdu, donc c'est attention à la relance dans l'aviation. Et peut-être prend-il un petit peu d'espace également pour éviter que ses pneumatiques ne chauffent trop, ses freins ne chauffent trop. Et là, il va reprendre tout simplement. Ah, il est sorti un peu large sur le vibreur, et là, vous voyez que tout de suite, on perd 2-3 mètres, et c'est pas rédhibitoire, c'est embêtant. Alors qu'on voit que justement, les pilotes sont dans un cœur joie à tous les niveaux, on n'aperçoit pas tout, c'est dommage. Et c'est Stéphane Proux qui est allé faire un petit tour sur le vibreur. Allez, ça commence à flasher, il s'impatiente Jean-Baptiste, on le voit, mais alors je crois qu'on pourra lui accorder la coupe du fair play, parce que franchement il aurait pu céder des portières et ça n'a pas du tout été le cas pour le moment. Il cède de ses feux pour l'instant, hein. C'est déjà pas mal, et ça n'a pas tout à fait la même incidence évidemment. Alors Guillot c'est un solide, hein. C'est un très solide pilote. On voit qu'il y a vraiment beaucoup de talent, beaucoup d'expérience, beaucoup de tours de roue en compétition, avec là aussi cette ambition bien sûr de préserver sa place. Ça correspond à des points. On sait que Nogaro est souvent des juges de paix de la saison pour savoir si oui ou non on a des chances d'aller jusqu'en haut du classement à la fin de l'année. Au final, qui se déroulera à Portimão du côté du Portugal. On ira à Manicourt avant cela, avec là aussi un circuit qui va faire la part belle à ses voitures, parce qu'il y a de quoi s'exprimer là-bas aussi. Ah, c'est pas possible, il va pas pouvoir tenir jusqu'au bout. On revoit cette image de l'attaque sur Proux par la voiture numéro 7 de Franck Rouxel, et l'attaque réussie par contre à l'arrière de le numéro 38 Yves Lemaître sur Pierre Maki. A priori c'est passé, et ça ne passe pas par contre pour Jean-Baptiste Mella. Il va rester 13 minutes, on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas d'excès de patience, mais je ne pense pas que ce soit vraiment le cas. On voit les écarts qui sont stables, pratiquement stables. Ils s'accroissent par moments, ils se réduisent à d'autres. C'est un petit peu dépendant évidemment des erreurs que peuvent commettre surtout celui qui est derrière, qui tente par tous les moyens. Je pense qu'il utilise à peu près tous les moyens qui existent. Et voilà, la dernière solution, ça sera de jeter sa voiture à la corde. Et Guillot qui cherche toujours à fermer la porte, c'est normal, c'est une bonne guerre, hein, ça fait partie de la course. On peut le faire une fois, mais pas deux. On peut changer de trajectoire une fois en ligne droite, et puis ensuite, si on a choisi la corde, on doit y rester. Voilà, c'est ce que dit la règle. Ah, il y va! Ouais, j'ai cru qu'il y allait. J'ai cru qu'il y allait. Je peux vous dire que je ne mettrai pas la main entre les deux voitures. Et quelle adresse, quelle habileté. Ça se passe à des moyennes assez coquettes, hein. La pole a été obtenue par Matteo à 140 km/h de moyenne sur un tour. Quand on voit qu'il y a des virages qui se passent beaucoup plus lentement que ça, eh bien, ça veut dire qu'il faut un rythme sacrément soutenu. Alors qu'on voit évidemment les équipes aux couleurs alpines qui sont en train de regarder cette course. On a beau flasher, on a beau s'intéresser à cette lutte, pour l'instant ça ne passe pas. Et je dirais même que Marc Guillot, peut-être intelligemment, pourrait éventuellement avoir un peu plus de pneus à l'arrivée, parce que ces pneus ont été mieux refroidis durant cette course, qu'il a pour l'instant occupé à cette quatrième place depuis le début. Allez, attaque avec le gros appui qu'on voit sur cette voiture, hein. Signatec en est le constructeur et le développeur. Donc bien sûr, là il y
il y a du talent, il y a de l'expérience, il y a un attachement à la marque française également, parce que ça aussi, il faut le préciser, on n'était pas peu fiers de savoir qu'Alpine revenait aux affaires. Et hier, son directeur général d'ailleurs nous a confié, n'ayez pas peur, la presse essaie de dire qu'Alpine est en difficulté, mais non, on vous rassure, pas du tout, la crise n'a pas trop émoustillé ses chiffres et ses ventes. Donc il faudra compter avec Alpine encore très longtemps, et qu'est-ce que c'était une bonne nouvelle, fameux, allez, il va finir par y aller, ça y est, je crois que c'est fait cette fois, ouais. Marc Guillot, il a résisté autant qu'il a pu, mais très sincèrement, il a bien compris que c'était un tout petit peu compliqué de garder cette place. Alors attention à la contre-attaque, parce que lorsqu'on change de statut, c'est-à-dire qu'on était chasseur et qu'on devient le lièvre, le confort n'est pas forcément d'actualité. Bon, beau passage ceci dit, de Jean-Baptiste Mella, on l'a dit, pur produit du championnat de France F4. Donc on le dit souvent, quand on sait conduire une monoplace et qu'on sait surtout la régler, en tout cas donner des bons renseignements pour la régler, bien ensuite tout le reste va de soi. Et ce qui va de soi, c'est que maintenant il occupe la 4e position. Est-ce qu'il y a des espoirs de revenir sur le podium? Ça sera à mon sens un petit peu compliqué, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On va regarder les temps des uns et des autres. Pour l'instant, Herrero qui tient très bon sur Pierre Sansilena. Le rythme de course est à l'avantage de Pierre. Il reprend 3 dixièmes par tour. Alors écoutez, on va se livrer à quelques manœuvres arithmétiques hasardeuses, mais a priori, arithmétiquement, il est capable de revenir. Il est capable de remporter cette course, Pierre. Il faudrait pour cela évidemment qu'il rajoute une petite touche à son rythme. Mais je pense qu'il est assez intelligent, il a assez d'expérience pour se dire, bon, moi je ne vais pas détruire mes pneus, en espérant que ce soit le leader qui les détruise. Et la voiture numéro 31 qui était légèrement en perdition a réussi à reprendre le cap. C'est Louis Méric, toujours en baston avec Lilou Hadou. Cette image est quand même amusante. Ils auront plein de trucs à se raconter ce soir et ça va être très sympa de pouvoir échanger avec eux demain matin pour savoir s'il y a eu règlement de compte à Hockey Choral ou pas. Non, je pense pas, hein. J'ai même la certitude que non. Et ça flash, Lilou qui s'impatiente derrière Louis Méric, 19 ans on l'a dit pour les deux, et l'attaque par l'extérieur. Tiens, ça nous rappelle un petit peu la lutte entre Guillot et puis Mella, mais pour le moment ça reste comme ça. Pas question de laisser passer, même si on se connaît bien. C'est normal, hein, la course, lorsque la visière est baissée, elle a fait qu'on est adversaire de tous les pilotes qui sont en piste. Il n'y a pas de complicité plus que cela. Heureusement d'ailleurs, j'ai envie de rajouter. Alors que là devant, Herrero, où allait-il? Une avance de 1 seconde 274 millième au dernier tour. On va très vite savoir si cette avance est en train de bouger, d'évoluer dans un sens ou dans l'autre. On saluera une nouvelle fois la course splendide de Laurent Urgon. Qui reste très bon à sa position, et sachez que c'est un junior qui est pour l'instant premier, et c'est un junior qui est actuellement 4e. On vous l'a dit, les juniors sont des très bons en Alpine Alfa Europa Cup, et ça c'est bon signe, hein. Ça c'est vraiment le signe que le produit est un produit cible, un produit phare, et ça c'est quand même une belle réussite. La nouvelle attaque sur ce virage double copen, donc toujours délicat. Elles sont quasiment au contact à la soudure, ces deux autos, mais pas moyen pour l'instant. Oh, il va Lilou, et gros travers de lui, gros travers. Oh là 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 là. Alors là, Louis Méric il doit pester, et Louis Méric qui a été alors il n'a pas, regardez, on voit les images, il était en travers en fait, il était déjà en perdition. Lilou a essayé de se glisser à la corde, je pense qu'il y avait un petit contact qui a fini de mettre Méric en porte-à-faux. Bon, allez, ça fait partie encore une fois d'un jeu compliqué qu'est la course automobile. On voit cette image avec un autre plan, voilà, travers sur virage, la voiture voilà, tout simplement perd de la vitesse, donc derrière il n'y avait pas moyen d'éviter le contact. Heureusement la voiture qui arrivait derrière n'a pas fini de compromettre les chances de Louis qui est reparti, mais qui a dû perdre un petit peu de rythme. Je pense que les pneus doivent être maintenant avec un joli plat, et quand c'est comme ça vibre, c'est très compliqué. D'autres images de quelques exploits, Rouxel, Maki et la numéro 5 également de Stéphane Proux qui sont en explication. Et devant, attention, il reste encore 7 minutes et on est sur le point d'effectuer la soudure pour Pierre Sansilena. Quel boulot réalisé par Pierre, champion 2018, un garçon fabuleux qu'on a connu en championnat de France F4. On l'a apprécié pour toutes ses qualités, et Dieu sait si elles sont nombreuses. Un homme très sympa, une belle personne. C'est aussi un ingénieur aéro qui a travaillé sur cette voiture d'ailleurs, et c'est surtout un pilote émérite qui
qui à chaque fois qu'il rentre dans une auto le fait avec un bon sens incroyable, un équilibre parfait. Alors bien entendu on pourra avoir les mêmes propos à l'égard de Matteo Herrero, un des plus jeunes de l'histoire. Aïe, une voiture qui est à l'arrêt. Alors de qui s'agit-il? C'est la 18, celle de Pierre Maki. Et Pierre en revoit la raison. Je pense qu'il est parti jusqu'aux protections. Voilà. Il est dans le sable, en fait, il est tanké. Et il reconnaît espoir de repartir quand la voiture a calé, que le moteur est chaud. C'est très très difficile de sortir d'une telle situation. Même si on aperçoit quelques fumées qui s'échapperaient de l'échappement, qui serait le signe que cette voiture est toujours en service. De toute façon, les choses vont être compromises maintenant définitivement. Ah ça y est, attention à ce moment qu'on attendait depuis le début, cette explication entre Matteo Herrero et Pierre Sancinena. Explication qui pourrait tourner à l'avantage, bien entendu, de Pierre, mais ça n'est pas sûr. Matteo est un garçon, encore une fois, qu'on a vu débouler dans la discipline l'année passée. Il s'est battu déjà l'année dernière pour le titre. C'était incroyable à son âge. On se disait, mais c'est pas possible d'avoir un tel talent. Hein. Franchement, on s'est dit, il a trouvé l'outil. Il a trouvé l'outil qui lui convient parfaitement. C'est jamais très sûr, hein. C'est jamais complètement évident. En plus, il a le soutien de Nicolas Milan, ce qui est aussi un élément très important. Et regardez, il a repris un petit peu le large. Je pense qu'il y a un moment où il va être difficile de préserver toute sa motivation, sa concentration. Et c'est passé derrière également Jean-Baptiste Mella qui est revenu et qui s'est débarrassé visiblement du numéro 69 de Laurent Urgon. Oh, le boulot réalisé par le pilote Autosport GP est splendide. Je suppose que Gilles Zaffini, le patron du team, est en train d'exulter là-bas. Parce que franchement, ils ont fait un job absolument formidable, que ce soit du côté de Laurent Urgon, que ce soit du côté de Jean-Baptiste Mella. Chapeau messieurs. Et que dire d'Edwin Trainard, très bon aussi à la 6e position, devant Lilou Wadou, qui ne reviendra plus maintenant sur cette place, et qui va du coup monter sur le podium junior. Bravo Edwin, dès la première course, je trouve que c'est quand même à souligner. Et Pierre, voilà, il a bien compris que Matteo, de toute façon, n'est pas du tout décidé à le laisser partir. Il va rester encore pratiquement 5 minutes. Alors ça va être long parce que lorsqu'ils vont passer sur la ligne, on va leur dire voilà, il nous reste un tour, parce que l'idée c'est de faire 25 minutes plus un tour. C'est maintenant le format habituellement usité pour toutes les épreuves de Berlin. C'est clairement ce qui convient le mieux à tout le monde. Et on voit à l'image cette voiture là également, Marc Guillot, qu'on a aperçu subrepticement, et donc derrière lui Edwin Trainard. Et le passage sur la ligne à nouveau de ce double duo, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais on va se le permettre. Un duo d'abord pour la première et la deuxième position, Herrero Sancinena, un duo pour la deuxième position entre Mella et Urgon, et à l'image Marc Guillot. Marc qui a été impérial, hein, qui a tout fait pour empêcher le passage de Jean-Baptiste, et qui à un moment, avec une belle intelligence de course, voyant que Jean-Baptiste de toute façon ne ferait pas des gestes suicidaires, a dit mais voilà, t'es plus vite, je te laisse passer au bout de la ligne droite. Bravo, ça c'est une belle image du sport automobile. Je crois qu'on est temps de préciser que l'Alpine Elf Europa Cup justement est capable d'offrir ces plans sportifs qui sont toujours extraordinairement agréables. Mais attention devant, c'est pas fini, il va rester 3 minutes 30. Et est-ce qu'il y a dans la tête de Pierre Sancinena l'ambition peut-être de laisser refroidir un petit peu ses gommes, parce que quand on suit une voiture d'aussi près, les roues, bien sûr, les moteurs, tout chauffe plus que de raison et de normal. Donc prendre un petit peu d'espace, ça peut repartir. Tiens, d'ailleurs, on aperçoit cette voiture aux couleurs de Patrick Roger. Je ne sais pas si vous connaissez Patrick Roger, passionné de sport automobile et de moto. Et Patrick Roger, qui est un des sponsors d'Autosport GP depuis longtemps, qu'on a eu la chance de rencontrer. Monsieur Extra, on repart avec le moral, même si on ne l'a pas trop des fois. Lui, il vous explique que la vie, c'est autre chose. La vie, il faut prendre les bons moments, les bons côtés. Il est champion du monde chocolatier. On dirait que ça n'a aucun rapport avec le sport auto, ok. Mais il est surtout passionné de tout ce qui demande beaucoup d'investissement personnel. Et là, il est servi évidemment en mettant quelques deniers sur ces pilotes d'Autosport GP. Attention au freinage, la Pierre Sancinena de plus en plus menaçant. Pierre Sancinena à 2 minutes, il va rester combien, 2-3 tours, 2 tours je pense. Non, 3 tours, il va rester 3 tours. Et on va regarder à quel endroit il va tenter. Parce qu'il va tenter Pierre, hein. C'est pas le genre de baisser les bras aussi facilement. Matteo Herrero donc le sait. Matteo qui doit avoir un œil devant, un œil dans le miroir, même si on sait très bien que c'est pas forcément toujours intéressant. Mais bon, quand
on a du talent, on peut se permettre ce genre de choses. Et il met les essuie-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui a perturbé sa vision parce qu'il n'a jamais eu personne devant pour l'instant. Et en tout cas, il se dit voilà, je vais y voir plus clair maintenant et je vais repousser mes freinages. Ah, l'attaque, attention à l'aspiration. L'attaque de Pierre Sansinena qui va sauter très très tard sur ses freins. Il vient passer, Pierre. Oh non, oh, le freinage d'Herrero était encore plus redoutable. Réaccélération, ça va sur les trottoirs, mais il n'y a pas de bobo. Une possibilité ici, mais il faudrait pour cela que la porte s'ouvre et ça n'est pas le cas. On revient sur ce grand gauche rapide dont on rappelle qu'il y a quelques années il a été modifié pour l'éloigner des protections. C'est un virage qui avait posé à une certaine époque quelques problèmes de sécurité. Donc évidemment qu'on a très très sagement décidé tout simplement de le ralentir un tout petit peu, quitte à perdre un petit peu en spectacle mais à gagner en sécurité, ce qui est évidemment le plus important de tout. Et l'arrêt de la 18 de Maki qui avait réussi à reprendre la piste, mais là clairement c'est mort. Là voilà, on aperçoit Gilles Zaffini, c'est le boss de ce team Autosport GP qui a engagé beaucoup d'Alpine cette saison, qui avait fait beaucoup de boulot également pour la Clio Cup. Et à l'image la numéro 44, donc voilà, et c'est tout simplement Lilou Vadou qui est passé, on l'a vu tout à l'heure, au prix d'une petite touchette et d'un gros travers pour Louis Méric. Là ce sont des très très jeunes pilotes, hein. Je peux vous dire qu'ils sont en train de s'affûter, de s'aguerrir, et que dès la course, les courses, parce que vous savez, on n'a pas précisé, on va le faire, ce meeting sera doté de 3 courses alpines. Il y aura 3 courses GT, mais également 3 courses alpines, 3 courses de F4. Donc on est quand même sérieusement gâtés. Attention, ça se complique. Et Pierre qui passe. Ah, Pierre qui est passé en première position. Ouh, l'attaque de Sansinena. Ah, revoyons ça. Et ah là là, contre-attaque, il s'est fait décroiser à la sortie, freinage un tout petit peu trop tardif, il a perdu le point de corde et du coup ça a permis à l'intelligence et à l'équilibre d'Herrero de reprendre le leadership. Alors est-ce qu'après il y a eu justement une autre attaque? C'est très possible, hein, il me semble bien. Non, on en reste là. On est à la fin du temps réglementaire. Nous sommes à la fin du temps réglementaire. Il va rester un tour. Ah, ça risque d'être un tour un petit peu furieux. En tout cas, bon, connaissant les deux bonhommes, on n'est pas très inquiet sur le résultat final, mais connaissant leur détermination, je pense que ça va être chaud. Alors imaginez par exemple, hein, n'est-ce pas, ce qu'on ne souhaite pas, qu'il y a une petite touchette, ça peut profiter à l'opportunisme de Jean-Baptiste Mella. Voilà, on fait signe un tour, ce sera 3 km et un peu plus à boucler maintenant, 636 exactement. Et il le sait, Matteo qui doit avoir des trajectoires en milieu de piste maintenant, mais pas trop parce qu'on perd de la vitesse. Par contre, ça réduit les possibilités de dépassement. C'est toujours une stratégie de défense qu'on peut appliquer à condition d'être sûr de soi naturellement. Et Pierre Sansinena montre du bleu et blanc dans les rétroviseurs de cette Alpine blanche devant. Et pour l'instant, il ne trouve pas de solution. Mais alors quelle bataille! Je pense qu'ils vont pouvoir tout à l'heure tout simplement savourer cette battle telle qu'on les aime dans le sport auto. Et Jean-Baptiste Mella doit pester derrière en se disant si je n'avais pas mis autant de temps à doubler Marc Guillot, j'aurais été faire joujou avec eux, ce qui aurait été, ceci dit, extrêmement légitime encore une fois compte tenu de la vitesse pure du pilote. Et attention à l'attaque de Sansinena, freinage très tardif de l'un et de l'autre, et ça ne passe. Ah, ça passe, attention, est-ce qu'il va garder la corde? Eh ben non, c'est le coup classique, c'est le coup tout à fait traditionnel. Et Matteo Herrero a très intelligemment finalement su que lorsqu'il a vu partir Pierre Sansinena à la dérive, il s'est dit ben voilà, le point de corde ça va être pour moi, donc j'y vais. Hop là, il a glissé sa voiture. Alors ça paraît facile quand on explique, mais Dieu sait s'il faut de l'expérience, il faut du talent, s'il faut de l'ambition, s'il faut toutes les qualités d'un pilote de haut niveau. Et là on a vraiment quelque part ce qui se fait mieux dans le genre, et Matteo qui va remporter cette épreuve avec un Pierre qui aura tout tenté, hein. Je pense que l'un et l'autre sur le podium auront de toute façon le sourire. Il serait difficile d'imaginer autre chose, et mais là également quelque part, parce que je pense qu'il n'aura certainement pas démérité dans cette affaire-là. Une belle affaire en tout cas pour ce trio majeur. Victoire de Matteo Herrero. Benoît Rousset doit avoir les mains moites. Papa Herrero également. Et Pierre Sansinena doit être heureux, j'en suis sûr, parce qu'effectuer un retour après une victoire, ça n'est jamais simple, on n'est jamais sûr de rien après tout. Et là, le retour n'est pas gagnant, mais il s'en manque de peu. Jean-Baptiste Mella, encore une fois, superbe troisième. Du côté des juniors, on retrouve Matteo Herrero, Jean-Baptiste Mella et Edwin Trainard. Bravo Edwin pour ce premier podium. Et du côté des gentlemen, Philippe Bourgois, Anthony Fournier et Franck Rouxel vont se partager les joies de ce premier podium de la saison. On rappelle, mesdames et messieurs, que
Demain, on aura droit à 2 courses, une qualification le matin à 8h. Oula, il va falloir être bien réveillé. Et en attendant, on aura de retrouver le podium. Demain, direct à 13h33. Demain, direct à 18h31. Rendez-vous sur la chaîne de l'Alpine Elf Europa Cup ou sur la page Facebook. Et vous aurez des liens qui vous expédieront directement et gratuitement sur le direct de cette épreuve. Dans quelques instants, on va attendre que les pilotes ne rejoignent évidemment cette victory lane qui est synonyme à chaque fois de moments qu'on adore. Et on ne s'en lasse jamais, jamais, jamais. Et retrouver la joie de ces pilotes avec un podium, avec une procédure évidemment qui tient compte des contraintes sanitaires, c'est-à-dire qu'il n'y a malheureusement personne, que ces images on ne les verra pas, mais que nous on aura le plaisir de pouvoir les partager. On vous racontera ça demain. Demain sera un autre jour, on vous le dit. Dans quelques instants, podium pour cette épreuve, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été à l'écoute. Bravo Matt. Cool, cool, cool. Wouh. Mets ça dans ta poche. Bravo Matt. Mets ton masque de côté. Bravo Mathéo. Ouais, bravo. Merci. Bravo. Belle course. Ah merde. Faire des photos. Tiens, là. Tiens, tiens. Valérie. Valérie. Valérie.
Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes à Nogaro, circuit Paul Armagnac, pour avoir le plaisir d'assister à la course numéro 2 d'Alpine Elf Europa Cup. On aperçoit d'ailleurs ces autos qui sont en train de s'acheminer vers la grille de départ. Un moment évidemment qui est à chaque fois chargé d'émotions, voire même de trac un peu. On a beau avoir toute l'expérience requise, c'est toujours très sympa. Allez, cette piste sectionnée en 3 parties comme d'habitude sur ce genre de tracé, avec des informations du coup qu'on pourra vous communiquer sur les performances chronométriques réalisées dans ces divers secteurs. Et quand on dit divers secteurs, c'est même des secteurs très diversifiés. Ici à Nogaro, on a vraiment à peu près tout l'étalage de ce que l'on est en droit d'attendre lorsqu'on veut trouver une piste sélective. Et avec ici dans le Gers, eh bien, on est servi, on a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a toujours beaucoup d'intensité dans les courses. En plus, c'est traditionnellement les coupes de Pâques qui ouvrent la saison. Ok, on n'est pas à Pâques, mais on a gardé justement cette appellation ici, 24 degrés dans l'air. Tout est parfait, pas de vent, donc les voitures ne seront pas perturbées en aéro dans la rectiligne. Voiture très performante, on a pu le voir avec le soutien du constructeur Signatec, qui est également bien sûr champion du monde d'endurance à l'MP2. Et on retrouve, on en parlera un petit peu plus tard dans la description de cette grille de départ, une des composantes justement du trio, du triptyque qui va être associé dans cette voiture durant cette saison. À l'écran, Matteo Herrero avec Benoît Rousset, son manager, et Matteo Herrero qui pour l'instant est en train de nous sortir le coup du chapeau, et pour l'instant personne n'est arrivé à rivaliser avec lui. Maintenant, lorsqu'on regarde les écarts, 8 centièmes d'écart simplement avec son rival le plus direct, la voiture orange là-bas qui arbore fièrement, crânement les couleurs d'Autosport GP, c'est Jean-Baptiste Mella sur un week-end plus qu'éclairé. Je pense que Gilles Zaffini a trouvé là enrôlé, c'est pas la première année, ce jeune homme qui vient du championnat de France F4, comme d'ailleurs son voisin de gauche, puisque Jean-Baptiste Mella y était il y a quelques années, pareil pour Matteo Herrero. Matteo qui avait fait déjà un très beau parcours en monoplace, mais qui a décidé sciemment de s'inscrire dans ces catégories de berline, parce que tout simplement on sait qu'il y a de l'avenir là-dedans aussi. Là-dedans surtout, je dirais quelque part, avec le développement auquel SRO n'est pas étranger d'ailleurs, des championnats GT dont le niveau croît au fil des ans. Et là, celui-ci, il a gagné la saison 1, c'était en 2018. Enrôlé par Racing Technologies, c'est Pierre Sancinena, un monsieur très éclectique, un ingénieur aéro dans la vie, et aussi un manager très prisé, qui est capable par exemple d'amener ses conseils à Isaac Adjar en championnat de France F4, alors que les panneaux 3 minutes évacuation de la piste sont passés. Là, regardez les petits signes à chaque fois traditionnels qui sont donnés aux pilotes. Laurent Urgon, lui, très solide, on le voit, voilà, très décontracté. Il a l'habitude, il connaît la musique, c'est un pilote essayeur, c'est quelqu'un qui a détenu de nombreux records, y compris au Nürburgring sur l'ancien circuit, pour débouler avec la plus grande vitesse jamais admise avec une Mégane. On va bien sûr remonter cette grille. On voit les couleurs Baco, qui est un de nos partenaires, qui va récompenser le meilleur constructeur. On en voit d'autres de couleurs. On y reviendra un petit peu plus tard. C'est Patrick Roger, le champion du monde de la chocolaterie. Ça n'a rien à voir, mais c'est quand même très important de souligner qu'il est à ce point passionné de sport auto qu'il soutient à travers Autosport GP à chaque fois un pilote. C'est d'ailleurs sa voiture qui est utilisée pour l'occasion. Et de retrouver sur cette grille de départ également
Au-delà de la place des hommes, les places des femmes. Magnifique performance de la polonaise Gozia Erdest, elle aussi enrôlée par Autosport GP, qui aura fort à faire, sans doute, peut-être même, avec Marc Guillot. Marc qui partira sur la même ligne qu'elle, avec la voiture engagée par Herrero Racing by Milan Compétition. Un soutien donc de Nicolas Milan à l'équipe Herrero Racing, créée cette année pour l'occasion, avec une fidélité absolue à l'Alpine. On retrouve ensuite deux voitures engagées par Autosport GP. Il y a Lilou Wadou du Celier, très jeune, très jeune concurrente qui a surpris beaucoup de monde. Edwin Trainard sera à ses côtés pour rivaliser de talent et d'éclat, comme il l'a fait l'année dernière en Clio Cup et qui réussit pour l'instant une entrée tout à fait remarquable. Alors on va s'arrêter un petit peu sur cette numéro 110 là, qui arrive derrière. C'est tout simplement la 9e position détenue par un certain Thomas Laurent. Alors vous ne rêvez pas, c'est bien du même Thomas Laurent que l'on veut parler, celui qui sera installé cette année dans le cockpit de la voiture Proto LMP2, engagé par Signatec Alpine pour aller défendre le titre de champion du monde détenu par l'équipe de Bourges. Et je pense qu'on a enrôlé là peut-être un des plus gros talents qu'on ait jamais eu dans l'Hexagone. À ses côtés, on retrouvera Louis Méric avec Herrero Racing by Milan Compétition qui prépare sa voiture. C'est la numéro 31, il est 10e, Louis. Stéphane Oriacombe, il était mieux qu'hier. Il m'a expliqué pourquoi des petits problèmes de santé l'ont embêté hier et il n'a pas pu performer comme il l'aurait souhaité. Ce matin, il a remis les pendules à l'heure. On habitué de la catégorie gentleman dont il est leader dans ce groupe-là, et Stéphane Oriacombe qui était un habitué des podiums en Clio Cup dans cette catégorie. Philippe Bourgois qui de souvenir a fait une belle chose hier puisqu'il était le meilleur des gentlemen, et bien partira pas très loin de lui, donc il y aura une explication à suivre de ce côté-là. Anthony Fournier, Stéphane Brooks aussi sont engagés en gentleman. Franck Rouxel, Pierre Maki et Yves Lemaitre complètent le classement des qualifications ce matin, et donc complète également cette grille de départ que l'on lâche maintenant pour le Tour de Chauffe. Je vous rappelle que la particularité de ce format de la Alpine Elf Europa Cup, c'est tout simplement d'offrir des départs lancés. Alors il y a deux écoles, n'est-ce pas? On retrouvera avec la Clio Cup des départs arrêtés tout à l'heure. Là, le départ lancé a priori est un petit peu moins risqué à l'occasion du premier virage, mais on ne sait jamais bien sûr, quoique le niveau cette année a tellement monté qu'on se dit bon, qu'on n'est pas très inquiet sur la qualité des départs. Je crois que Philippe Sino, Alexandre Agenté sont à même de pouvoir à chaque fois imprimer une ambiance dans cette équipe, et c'est très important de préserver cet esprit amical. C'est vrai qu'on est adversaire sur la piste, c'est évident, mais on n'est pas ennemi, ce qui est évidemment beaucoup plus confortable pour tout le monde. On voit à l'écran cette grille de départ Herrero, mais là sur la première ligne, à eux deux, ils doivent avoir quelque chose comme 31 ou 32 ans. C'est assez dingue. Derrière, il y a beaucoup plus d'expérience, d'une part avec Pierre Sansinena, d'autre part, et encore plus forte raison, avec Laurent Ergon. Gozia Erdest, féminine, qui vient de l'Est puisqu'elle nous vient de Pologne, associée à Marc Guillot, triple vainqueur de la Renault Clio Cup. Pour parler d'Ilou Walou du Celier, vous allez le voir, c'est une jeune femme extrêmement rapide tout en étant très sûre. Elle a concouru l'année passée sur une des épreuves de la Clio Cup, c'est pareil, elle avait été une révélation absolue, sauf pour ceux évidemment qui avaient suivi son parcours avant cela. Allez, on a aperçu furtivement à l'écran la numéro 110, donc cette voiture dans laquelle évolue, on vous l'a dit, quelqu'un qui a été énorme dans sa carrière, qui a été finalement vite avalé. Il s'est retrouvé très vite dans des voitures du championnat du monde d'endurance. C'est Thomas Laurent. Et Thomas, à travers sa performance en Alpine, apprend avec beaucoup d'humilité. Hier, on a pu le rencontrer, ou avant-hier plutôt, à l'occasion du pot qui est servi traditionnellement le jour, les week-ends de course. Et franchement, c'est très facile de parler avec lui. Il partageait ce volant avec André Negrao, qui va suivre les performances de son coéquipier habituel. Là, cette fois, voilà, les images ne se trompent pas. C'est bel et bien cette voiture numéro 110 qui est la guest star de l'Alpine Elf Europa Cup durant ce week-end. Et on voit que c'est Alpine Mobility qui est le service de location en compétition client de chez Alpine, qui soutient cette voiture avec Elf évidemment, qui est aussi le partenaire titre de cette discipline, avec un nouveau venu, c'est Club Identicar qui est le bienvenu dans ce groupe. Allez, attention, on va voir la voiture de tête, la leading car
qui va s'effacer dans quelques instants pour laisser les pilotes s'exprimer sur une phase de départ qui est importante à la sortie des S du lac. Voilà, c'est fait pour le départ qui va pouvoir être donné dès que les feux verts seront allumés. Un petit coup de frein pour Pierre Sancinena pour bien chauffer ses pneumatiques et on va pouvoir y aller dans quelques petites secondes. Et c'est parti avec un très bon départ, très bon départ de Matteo Herrero qui ne s'en laisse pas compter un seul instant. Pierre Sancinena, attention sur la corde, on a vu la volonté de la 76 Pierre Sancinena qui a bien vu le coup, mais c'est Jean-Baptiste Mella qui a pris un excellent départ, il était second, il y est resté où, et on voit Marc Guillot également, une voiture jaune qui a pris un très bon start. On imagine la volonté, alors à mon sens en tout cas, de Jean-Baptiste Mella, la voiture orange, de tout de suite rester dans le rythme, et pourquoi pas, waouh, alors qu'une jolie glisse là, bien maîtrisée par Matteo Herrero. Marc Guillot, il est bien, hier il était pas tout à fait dans le bon rythme, mais là cette fois-ci il me semble qu'il a envie de rester dans la vitesse des leaders. D'ailleurs, il va essayer d'aller prendre l'aspi du garçon qui est devant lui, c'est Laurent Orgon. Laurent bien parti, et l'attaque de Guillot, il faut y aller tout de suite, Marco. C'est dur, hein, ça ne passe pas aussi vite qu'on pourrait l'imaginer. Où en est Gozia Erdest également pour son départ, elle est 6e, donc c'est plutôt sympathique. Et le retour de quelques pilotes depuis des positions un petit peu plus lointaines, et on voit des batailles un petit peu à tous les niveaux. Et c'est Lilou Wadou qui a glissé sa voiture bleu, parce que c'est vrai que le bleu et Alpine ça colle quand même, hein. On a des souvenirs évidemment de ce qu'a été la carrière de la 110 dans sa première version. Alors ce qui est amusant, c'est quand on les met côte à côte, évidemment on voit les différences de format quand même, hein, même si les AG et les responsables du design de chez Alpine ont réussi un coup de maître en faisant une voiture qui nous rappelle évidemment cette fameuse berlinette. Et Edwin Prénard qui est à l'écran, qui essaie de se sortir d'une situation qui n'est pas des plus confortables. Edwin qui partait pas trop mal sur la grille de départ, et là où en est-il? Eh bien voilà, il y a eu quelques places de perdu, il est à la 10e position maintenant. Edwin qui est à l'écran, qui doit, je suppose, bouillir de ne pas avoir pu préserver sa place au moment d'un départ qui a pourtant été relativement clair. Maintenant il y a eu le double droite là où sont les voitures maintenant. On a vu qu'il y a eu pas mal de chamboulements tout de même. Peut-être aussi la volonté de chacun de ces pilotes de pouvoir préserver tout simplement leur chance d'aller jusqu'au bout, hein, ne pas tenter le diable, c'est vraiment pas le but, surtout qu'il y aura une course 3, on vous le rappelle, hein, ce meeting et la sortie assez violente de la numéro 6, on a eu un petit peu peur pour être franc, et c'est Stéphane Oriacombe, facile à reconnaître avec les couleurs du Toucan, et Stéphane Oriacombe qui s'est fait une jolie chaleur. Heureusement, pas de bobo, tout va bien. Il faudra maintenant relancer la mécanique et pouvoir repartir à l'assaut. On revoit cette... voilà, c'est un coup... Ah non, c'est un problème de roue arrière droite. Donc est-ce que cette roue était mal serrée? Est-ce qu'il y a eu peut-être un contact qu'on n'aurait pas aperçu qui aurait cassé le train arrière? C'est tout à fait vraisemblable. Et heureusement il a réussi à maîtriser la situation. C'était pas gagné parce que bon, ça va vite à cet endroit où il est sorti, et tout, on voit maintenant la tête de course avec Mella, avec deux duos en fait qui se sont formés, à la fois Herrero Mella. Voilà, Stéphane qui se tourne vers ses roues arrière, ne comprend peut-être pas ce qui s'est passé. En tout cas, c'est pas de ce côté-là que ça se passe, Stéphane, c'est plutôt de l'autre, où là il y a eu vraiment quelque chose d'inhabituel. Urgon Guillot qui constitue le couple à l'arrière pour essayer d'aller rester dans le rythme des leaders. Et Laurent Urgon, on sait, il n'est pas facile à dépasser. Laurent, il n'est pas là pour se laisser passer, vous me direz, surtout lorsqu'on occupe des positions aussi intéressantes. Et Laurent qui arrive dans le sinueux maintenant. Marc Guillot me paraît un tout petit peu retenu, mais ça n'est peut-être qu'une apparence après tout. Pour aller plus loin dans le classement, Pierre Sancinena qui a eu un départ lui aussi assez difficile, il est talonné maintenant par Lilou Wadou pour revoir ces images là d'un passage tendu un petit peu entre Urgon et Guillot. Urgon qui est obligé de fermer les portes, et Marc, et il le sait, à cet endroit c'est très compliqué de jeter la voiture à la corde, à moins que, comme il essaie de le faire, eh bien, il puisse trouver le petit trou de souris dans lequel glisser son Alpine. Il ne veut pas la rayer, hein. On sait que l'objectif de beaucoup de ces pilotes, c'est de garder les voitures de course en très bel état, et on peut les comprendre quand on voit la plastique de cette voiture, c'est hallucinant, elle est belle. On le redit, les ingénieurs ont travaillé très fort pour faire une auto efficace.
mais aussi une belle auto qui nous renvoie au passé glorieux de chez Alpine. Et je pense que le succès commercial rencontré par la marque a été immédiat, mais pas seulement en France. C'est ça qui est super bien, c'est-à-dire que ça nous a fait une promotion très très importante au niveau de l'auto dans le monde tout entier, puisque le Japon en particulier prise particulièrement cette voiture. Là évidemment elle est préparée par la course, et on sait que l'équipe Signatec a fait un bolide absolument énorme, très très plaisant à conduire, avec des performances redoutables, et 270 chevaux pour une tonne. Vous vous rendez compte, ça fait quand même quelque chose d'intéressant. Et là on va très 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 loin sur le vibreur pour Matteo Herrero. Attention, parce que si on va un tout petit peu trop loin, après il y a une partie en herbe dont on a vu que plusieurs pilotes avaient dû être contrariés par cet endroit qui devient du coup extrêmement glissant. Et à l'image donc la voiture numéro 3 de Gausia Erdest qui est soutenue par un de nos partenaires, c'est Baco, qui récompense, on le répète, la meilleure équipe, le meilleur préparateur. Enfin, c'est une affaire évidemment qui revient depuis le début de ce week-end à Herrero Racing by Milan Competition, qui franchement a fait le gros du job. Maintenant, je suis pas sûr que Matteo ait autant d'aisance qu'il en avait à la course 1. On va savoir ça assez vite, à moins qu'il ait décidé sciemment de ne pas trop taper dans ses Michelin pour rallier l'arrivée avec un petit peu plus de performance. Et Urgon qui vient de réussir à se débarrasser de Guillot pour l'instant. En tout cas, il n'y a pas vraiment de possibilité d'aller chercher pour l'instant la deuxième position. Je pense qu'il y a une situation d'attente également de la part de Jean-Baptiste Mella. Ce sont de très très jeunes pilotes qui ont fait leurs armes en kart et puis ensuite en monoplace, et qui direct sont partis jouer dans ces disciplines monomarques. C'est vrai qu'on a tous été séduits lorsqu'on a appris que l'Alpine Elf Europa Cup allait être mise en œuvre. On s'est dit, oulala, ça va être formidable, et on n'a pas été déçus un seul instant. Pas plus nous, spectateurs, que ces pilotes-là. À l'image Julien Neveu, un des préparateurs d'Autosport GP, avec là aussi beaucoup de talent, beaucoup d'énergie, et il en faut pour piloter ces autos à cette vitesse pendant cette durée. Sachez qu'il reste encore 20 minutes plus un tour de course, et il commence à faire un peu chaud, et il y avait même peut-être des risques d'orage à un moment de cette matinée. Quelques petites averses qui ont ici ou là laissé quelques gouttes, mais rien de grave évidemment. Et pour l'instant, pas de risque de pluie avant la fin de cette course, baignée de soleil, baignée également de cette qualité irréprochable. Et voilà, Edwin Trainard solitaire maintenant avec les couleurs de Patrick Roger et d'Autosport GP. L'image également, la voiture numéro 9 amenée par Philippe Bourgois, qui est aussi le leader des gentlemen. Allez, ça commence à s'exciter devant, et Urgon est en train de pousser Mella. Ça va modifier tout simplement le scénario de cette course. Pourquoi? Parce que Mella, qui s'était dit je vais laisser Herrero mener la course, et puis moi ménager mes pneus autant que faire se peut, et bien avec le retour de Laurent Urgon, ça change tout. Il va falloir changer de stratégie, il va falloir tout de suite attaquer, parce que si Laurent passe, ça sera très compliqué de résister à Marc Guillot ensuite, qui pour ce groupe de 4 conclut le groupe de tête. Et ce groupe de tête encore hyper compact, personne ne réussit à s'échapper, et c'est comme ça qu'on aime le sport auto, bien sûr, avec beaucoup de rivalité, avec des équilibres qui sont stricts, qu'il ne faut pas rompre. Et donc à travers la stratégie encore une fois opérée en ce début de course, je pense que chacun y va sur des œufs un peu pour que les pneus soient très performants en fin de course, et pouvoir attaquer enfin et se lâcher complètement. Alex Maxeron, un des piliers également de Signatec, là, qui regarde tout cela. Donc bien sûr connaisseur, maxi connaisseur même de la discipline. Et puis voilà, et Jean-Baptiste Mella, Matteo Herrero, qui doit regarder un petit peu dans son rétro en se disant oulala, cette orange là, et il ne restera pas longtemps sans porter une estocade. Est-ce que ça va être maintenant, puisqu'on voit que Laurent Urgon a dû céder quelques longueurs de voiture, et pour l'instant il n'est pas sous la menace, donc il n'est pas du tout certain qu'il cherche à attaquer immédiatement. Il va sans doute attendre quelque peu que les choses se mettent en place, et qu'il puisse apercevoir à quel endroit il sera à même d'attaquer. Voilà, il a compris Matteo Herrero, et il se décale une première fois au bout de la ligne droite, et très belle réaccélération de Jean-Baptiste Mella, très belle réaccélération de Matteo Herrero, égalité absolue au freinage du gauche qui suit, et ça ne change pas pour le moment. En tout cas, derrière ça chauffe également pour des pilotes qualifiés de gentlemen, pour des critères d'âge évidemment. C'est Philippe Bourgois qui est à l'écran. Philippe qui n'est pas bien loin d'ailleurs d'effectuer des niveaux de perf qui ressemblent aux jeunes devant. Il y a toujours cette espèce d'écart là qui est assez logique quelque part. Je trouve que l'Alpine est sans doute la discipline
qui révèle réellement la valeur des pilotes. Il est évident que le groupe constitué à partir de Bourgois est uniquement constitué de pilotes gentlemen. Pour l'instant, le trio serait Bourgois, Fournier, Rouxel. Est-ce que ça ressemblerait à ce qu'on a vécu hier? Eh bien oui. Là, il semble que ces pilotes-là qui sont là avant tout, évidemment, non pas pour faire une carrière, c'est simplement prendre beaucoup de plaisir. On a choisi cette discipline et ça n'est pas pour rien, bien sûr. Et vibreur escaladé hardiment par notre ami Jean-Baptiste Mella qui continue de coller une pression abominable à Matteo Herrero. Alors Matteo, je ne sais pas dans quel état d'esprit il se trouve. Est-ce qu'il utilise sa voiture à 100%? Est-ce qu'il maîtrise la situation de leader? C'est bien comme ça qu'on aurait tendance à imaginer qu'il est capable de mener rondement sur cette course. Très jeune, hein, Matteo Herrero, très jeune. Il n'y a pas si longtemps que ça, on vous l'a dit, il était dans les pelotons du championnat de France F4. Et il y a un moyen pour distinguer les catégories de ces pilotes. Oh, l'attaque de Mella, ça va passer ce coup-là. Bien vu Jean-Baptiste, hein, parce qu'à cet endroit, il y a une bosse, encore une fois, qui est toujours très embêtante. Oui, belle réplique de Matteo Herrero qui va plonger à la corde gauche suivant. C'est ça l'histoire. Et l'attaque de Laurent Urgon, à l'image de ce qu'on a vu ce matin avec Sami Mektounif, mais là c'est passé, il n'y a pas eu d'accrochage et attention, hein, là ça commence à chauffer un peu et ça permet à tout le monde de revenir. Géant et Pierre Sancinena qui vient à nouveau se mêler à cette lutte. Alors attention là, parce que la guerre est engagée, ça va être très difficile de préserver la première position pour Matteo Herrero, mais pour l'instant il y parvient, hein, pas de souci. On a l'impression qu'il ne souffre pas, ceci dit, hein. Alors je ne sais pas si c'est qu'une impression, lui nous le dira à l'arrivée, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que pour l'instant il a réussi à parer l'attaque, à contre-attaquer plus exactement, et ça c'est des phénomènes qu'on a vu très souvent. Il est relativement aisé de doubler au bout de cette ligne droite, mais c'est beaucoup plus délicat de sauter à l'accord de bon endroit et ensuite de ne pas être sur la mauvaise trajectoire à l'entrée du gauche. Et là c'est un scénario qui se renouvelle très souvent. Seulement bien sûr à force on comprend des choses et on peut placer sa voiture différemment pour empêcher cette fameuse contre-attaque. Allez, l'attaque pour le pilote Mella, mais je pense qu'Herrero est en train de tourner la vis là. Il est en train tout simplement d'essayer de mettre une de voiture pour pas être sous la menace comme il l'était tout à l'heure. Ça revient derrière et ça recolle pour Pierre Sancinena, mais également pour Lilou Wadou. Lilou qui aperçoit ce groupe de furieux devant et qui s'en sert de cible quelque part. C'est toujours intéressant d'être le chasseur dans cette affaire, sachant que le plus rapide des lièvres s'appelle toujours Matteo Herrero. Matteo qui arrondit ses trajectoires, qui me semble être quand même très à l'aise. Il est impressionnant, hein. Impressionnant de sérénité de pilotage. On voit cette voiture qui ne bouge pas. Il n'y a pas de survirage plus que cela, pas de sous-virage, ça freine tard mais pas trop. Pas d'allumage de roue, donc les pneumatiques ne souffrent pas trop, les pneumatiques ne chauffent pas trop. Voilà, c'est de cette douce recette, mais oh combien difficile à appliquer que naissent les bons résultats. Et quel niveau cette année, c'est impressionnant. Herrero, Mella, Urgon, Guillot, Sancinena, Wadou, voilà ceux qui animent la course, l'œil de Thomas Laurent qui pointe à une excellente 8e position, presque inattendue. C'est incroyable, hein, parce que évidemment lorsqu'on a l'habitude de piloter une LMP2, c'est qu'on a un bon coup de volant, mais en même temps c'est tellement différent, ça n'a pas grand chose à voir. Et une voiture qui est arrêtée, nous dit-on, au virage numéro 6, il s'agit de l'auto numéro 31. C'est Louis Méric, un des juniors qui connaît des soucis. Il est arrêté, donc vraisemblablement pour lui la course va s'arrêter là. On saura ça un petit peu plus tard, peut-être avec les informations de la direction de course. Et la direction, elle est bonne, hein. Elle est même excellentissime pour ce duo qui est en train de s'échapper cette fois. Tout à l'heure, Laurent Urgon avait tenté des choses. Voilà, c'est un problème mécanique, semble-t-il, pour le pilote Louis Méric. Et voilà, l'abandon, malheureusement, pour lui. Et retour à la tête de la course, Matteo Herrero, Jean-Baptiste Mella et n'oubliez pas Pierre Sancinena, il est 4e du groupe, 5e du groupe plutôt, et à mon sens là aussi il y aura quelque chose à faire de très intéressant pour Pierre qui avait fait un départ assez moyen. Pierre qui partait 3e, qui s'est retrouvé assez loin dans les premiers tours et qui peu à peu
avec abnégation, avec application, a réussi à recoller au meilleur. Alors ce qui pourrait l'arranger éventuellement, c'est qu'il continue à se livrer à quelques explications au bout de la ligne droite. Ça permet de rester dans le rythme d'une part et pourquoi pas de trouver des opportunités pour porter des attaques. C'est tout à fait vraisemblable que le scénario qu'il s'est mis en tête soit celui-là. Et Marc Guillot qui reste toujours dans ce bon rythme, 4e avec sa voiture jaune, lui aussi fidèle à son équipe, puisque Marc, de tout temps, en tout cas, je n'ai pas mémoire qu'il ait délaissé cette équipe tout bonnement et avec bon sens. Milan Compétition, et cette année c'est Herrero Racing by Milan Compétition. Nouvelle structure très clean d'ailleurs pour Herrero Racing. Ça peut être pour Matteo également un double challenge, tout simplement celui d'être d'abord le lièvre de l'équipe et puis ensuite évidemment pourquoi pas espérer faire carrière dans ce domaine d'un team. Être patron d'un team, c'est quelque chose d'assez chouette, surtout lorsqu'on a des résultats comme eux. Évidemment, ça permet d'enrôler des jeunes, pourquoi pas, de pouvoir leur donner un petit coup de main. Allez, Marc Guillot qui va chercher à porter une attaque sur Laurent Ergon. Laurent qui cherche à décroiser au bout d'un tour, en tout cas à modifier les aspirations. Et Marc, on voit le nez qui se plante là très tard. Il a freiné super tard. Laurent aussi, attention, je me demande s'il n'a pas pris la corde, bien qu'à cet endroit, il soit quand même particulièrement délicat d'effectuer ce type de manœuvre, on le répète. Et Edwin Trainard qui a du mal pour l'instant à suivre le rythme des meilleurs, mais il fera les progrès attendus tout au long de la saison. Oh, et là c'est juste avec la numéro 9 de Philippe Bourgois, talonné ou spillé par la numéro 41. Ça va passer pour la numéro 41. Il y a eu un tout petit contact, rien de dramatique, mais Anthony Fournier vient de se rappeler, bon souvenir, du leader de la catégorie gentleman. Un leader double d'ailleurs, parce qu'il était déjà à cette place hier, mais cette fois les choses se compliquent un tout petit peu. Alors est-ce qu'il y aura possibilité pour Anthony Fournier de monter d'un étage sur le podium de Nogaro? Allez savoir. En tout cas, on ne se trompe pas sur le fait que, y compris un gentleman, les gens prennent un plaisir gros comme ça, tout simplement. Bien sûr qu'il y a encore une fois, il n'y a pas d'ambition de carrière à cet âge-là, mais on est tout simplement en train de se faire plaisir avec une auto rapide, avec une équipe sérieuse, avec bien entendu aussi des volontés sportives tout à fait affirmées. Et pour preuve, les temps réalisés autour par ces gens-là, par exemple Bourgois qui a fait du 37,8, alors devant on est en 35,6. Bon, il n'y a pas des écarts si considérables que ça. Et le retour sur la tête de course pour retrouver Jean-Baptiste Mella qui ne trouve pas de solution pour l'instant. Jean-Baptiste qui cherche mais qui ne trouve pas. Alors que derrière on va chercher, on finira par trouver parce que Guillot a perdu une position à l'avantage de Pierre Sancinena. Voilà ce qui vient de se passer. Marc Guillot qui a perdu un cran, un rang. Et c'est un petit peu ce qui nous était déjà proposé ce matin. Alors que Mella s'impatiente devant. Mella s'impatiente, il vient de le faire savoir à Matteo. Matteo qui a dû fermer la porte à l'entrée du double gauche. Et là c'est le signe que bien entendu pour les 7-8 dernières minutes ça va être très chaud entre les deux juniors, ça va être très difficile de dégager une avance suffisante pour empêcher de notre côté Pierre Sancinena de venir avec Laurent Ergon ou Marc Guillot se mêler à cette lutte devant. Et je ne sais pas comment il fait Matteo Herrero pour garder son sang-froid, parce que toute la course comme ça avec une énorme voiture orange dans ses rétroviseurs doit être quelque chose d'assez inconfortable qui sollicite évidemment beaucoup la pression et la résistance psychologique à rester en tête. Et regardez d'ailleurs, Laurent Ergon par moment revient comme une balle sur ce duo devant. Sans doute mais les choix de trajectoire de Matteo Herrero sont des choix défensifs, et donc dans ces cas-là on a un petit peu de mal à garder le même rythme. D'ailleurs pour garder la corde là, Jean-Baptiste Mella m'a semblé un petit peu plus à l'aise. Est-ce qu'on aurait un problème de surchauffe pneumatique déjà, alors qu'il va rester encore quelques tours dans cette course? Assez en tout cas pour les mettre un petit peu plus à mal, même si on connaît la résistance des Michelin. Et on voit les espaces d'ailleurs qui varient assez nettement. Et Ergon qui résiste à Pierre Sancinena. Allez Pierre qui va y aller, par l'extérieur peut-être. Oh, non, Laurent, c'est pas le premier venu. Lui, je peux vous dire qu'il a fait quelques ronds sur les circuits d'ici et d'ailleurs. Et dépasser Laurent Ergon est quelque chose de très délicat. Et il s'est positionné sa voiture pile poil à l'endroit où il faut, sans être bien sûr dans une situation d'obstruction.
Et devant, pas d'obstruction pour Matteo Herrero, pas de modification. Ah, c'est Pierre. Hein. C'est Pierre qui, à mon avis, va allumer cette course maintenant. C'est Pierre Sansilena, actuellement 4e, qui va tout simplement, le vainqueur de l'édition 2018, c'est-à-dire la première édition de l'Alpine Elf Europa Cup, qui est démonté là, il attaque, hein. Il va être certainement très fatigué à l'arrivée. Dans ses voitures, il fait chaud naturellement sur la voiture fermée et beaucoup d'énergie est nécessaire pour aller jusqu'au bout. On est très clairement dans une véritable voiture de course et bien sûr dépourvu des éléments rudimentaires de confort qu'on est en droit d'attendre dans une auto de tourisme. Là, c'est autre chose, véritable bombe et sacrément agréable à piloter, nous dit-on. Et Jean-Baptiste Mella qui ne trouve pas, qui ne cherche pas plus que cela pour l'instant. Je pense que dans sa tête, il y a l'échafaudage d'une autre stratégie. Je pense qu'il est en train tout simplement de se dire, à un moment ou l'autre, je vais tenter. De toute façon, il faudra que ça passe ou que ça casse, parce qu'il y a des gros points à prendre. Il peut y en avoir des gros à perdre également. Hein. C'est toujours un petit peu le problème. En tout cas, pas de souci pour cet écart qui est en train de se creuser pour les 2 premiers juniors sur le reste du groupe. On le rappelle, amené par Laurent Rigon, alors qu'on est en train de flasher derrière pour essayer de mettre la pression. C'est Gozia Herdes qui fait signe à Lilou Wadou dans la ligne droite. Bon, pour l'instant, Lilou ne craque pas. Elle a bien raison. C'est pas de toute façon cette place qui peut être contestée pour le moment. Elle a un écart qui est quand même important. Thomas Laurent arrive derrière. Lui, il est un spectateur de cette bataille devant et le tout droit. Aïe, c'est Edwin Trainard qui part tout droit au freinage. Ah, il a du mal, Edwin, là, sur cette course. Il aura bien sûr toute la saison pour effectuer les progrès attendus. On sait qu'il a un gros coup de volant. On sait aussi que c'est un garçon qui aime le rugby. Hein. Vous savez que la passion du rugby est la sienne. Eh bien, souvent, les rugbymen ont justement un très bon état d'esprit. Hein. On ne fait pas allusion aux footeux du tout, un peu quand même. Mais lui, voilà, je pense que quand il s'est assis dans cette voiture, il savait très bien que ça ne serait pas du tout une tâche facile. Et en tout cas, il progressera, c'est évident, comme il l'a fait en Clio Cup. Et devant, toujours Matteo Herrero, talonné par Jean-Baptiste Mella. Difficile de creuser des différences, difficile d'établir des écarts, difficile tout simplement d'aller chercher Herrero. Il est sur une espèce d'état de grâce qui lui permet de faire un petit peu ce qu'il veut, que ce soit à l'occasion des essais libres, que ce soit à l'occasion des qualifications chronométrées, que ce soit à l'occasion de la course 1, que ce soit à l'occasion de cette course 2. Alors là, il va rester la course 3, hein, réfléchir à quel endroit on va pouvoir se défaire de Matteo, de sa détermination, de son équilibre, de sa boulimie de points et de résultats. Il veut absolument le titre cette saison. Il a chuté pour quelques points à la 3e position l'année dernière. Mais vraiment, il a fait sensation tout au long de l'année, comme il le fait encore. Mais là, idem. Et derrière, on a un petit peu plus d'expérience et voire beaucoup plus pour Urban, beaucoup plus pour Guillot. Pierre Sansilena a déboulé un petit peu plus tard dans le groupe des très bons. Après ses passages en F4, là, tout a été remarquable dans ce qu'il a construit de son début de carrière. Il est tout jeune encore, donc je pense qu'on aura fort à faire avec ce pilote-là. Et il va nous rester combien de temps? 2 minutes 45 secondes plus un tour pour la tête de course. Et toujours cette domination, alors qu'on revoit une attaque qui s'est soldée par un tout droit. Encore un, c'est la voiture 41 qui a été un petit peu optimiste, celle d'Anthony Fournier, toujours à la lutte avec Philippe Bourgois. Ces deux-là ne se lâchent pas. On verra à l'arrivée si ils sont toujours copains. Je pense que oui, parce que vraiment il n'y a pas le moindre mauvais geste, au contraire, ni la moindre mauvaise intention. Allez, Mella qui part en droit est un petit peu plus rapide. C'est pareil pour Pierre Sansilena qui aimerait bien aller sortir Laurent Hergon de sa position. Mais pour l'instant, c'est délicat, c'est pas évident, hein, sans user des portières évidemment, ce qui n'est pas le genre de la maison. Pour l'instant, la maison est tenue, on vous l'a dit, par ce jeune homme, Matteo Herrero. D'Herrero Racing by Milan compétition sous l'œil de Laurent Hergon, qui doit dire les jeunes ils nous en font baver cette année, c'est difficile de rester dans leur rythme. Allez, Pierre il va y aller, à un moment ou l'autre il va aller chercher Laurent Hergon, il va tout tenter pour ça. Voilà, on déjoue l'aspiration, on va sauter sur les freins par l'extérieur, ça peut marcher. Oh, Jean-Baptiste Mella qui tente une nouvelle fois et qui est expédié sur le vibreur, normal, c'est logique, et ça ne passe pas du coup. On a pu le voir en monoplace, c'est un petit peu plus facile, le format des voitures est un petit peu plus réduit. Mais là par contre c'est évidemment beaucoup plus délicat, pas question de trop en faire non plus.
On est au début de la saison hein, et on sait qu'il ne faut surtout pas marquer 0 points à Nogaro. Sinon, c'est quasiment rédhibitoire pour les espérances de titre. Après, pas forcé de gagner. Hein, il suffit d'engranger un maximum de points, surtout qu'il y a 3 courses. Donc ça aussi, ça va être important. Il faut ménager monture et pilote pour avoir assez d'énergie tout à l'heure. Je rappelle que la dernière course en Alpine aura lieu tout à l'heure à 18h30, c'est-à-dire qu'ils auront finalement un espace-temps qui ne sera pas si grand que ça, donc il ne faut pas avoir à intervenir trop sur la voiture au niveau mécanique, c'est-à-dire s'interdire tout simplement tout accrochage. Ah, Matteo Herrero qui fait preuve d'un sang-froid hallucinant, et regardez, ils sont partis, ça y est, l'espace est créé maintenant. Il n'y aura plus de solution pour espérer gagner, à moins évidemment qu'il se passe des trucs devant qu'on n'espère pas. Mais voilà, c'est à un ou à l'autre qui va revenir à la victoire, à un ou à l'autre de ceux qui partaient de la première ligne de la grille de départ, à un ou à l'autre de ceux qui avaient réalisé les meilleures performances. Et puis 2 très jeunes pilotes, on le répète. Et ça, c'est bien d'avoir des disciplines où les juniors peuvent jouer devant. Ça veut dire que le niveau est très relevé, mais ça, on n'en avait pas à douter lorsqu'on a eu lecture de cette liste des engagés. C'est pas là qu'il va y aller, ça m'étonnerait. Ouais, non, il était un tout petit peu loin. Peut-être là par contre, attention, il est un petit peu mieux ressorti du gauche, mais il est moins bien placé à l'entrée de l'autre virage, donc voilà, c'est pas possible, mais la pression monte, et ça commence à devenir un tout petit peu plus compliqué évidemment pour gérer cette pression devant. Il faudra être très prudent. Alors qu'on revoit ce freinage, l'attaque de Pierre Sancinena, jolie, belle attaque de Pierre. Est-ce qu'il a réussi à passer Laurent? Ça m'étonnerait hein, parce qu'on retrouve le même scénario qu'on a vécu tout à l'heure avec les 2 hommes de tête. Et voilà, Laurent qui a réussi à garder sa position alors qu'il reste un tour. Oh là, ça passe vite, il ne reste déjà qu'un seul tour. Incroyable course de l'Alpine LF Europa Cup qui voit évidemment cette domination double des jeunes, cette domination unique de Matteo Herrero. Et Matteo, ça y est, il est en train d'envoyer du bois. Là, je pense qu'il veut se débarrasser tout simplement de tout risque d'attaque au bout de la rectiligne. Freinage, beau freinage de Jean-Baptiste Mella là, sur l'entrée de l'escargot. Et c'est marrant parce que l'escargot en sport automobile et en vitesse, c'est une comparaison qui n'est sûrement pas bonne, mais ça fait rien. C'est une dénomination qui nous revient sur ce virage. L'attaque de Guillot sur Sancinena. Sancinena qui résiste lui aussi. Sancinena qui va être mieux placé dans la ligne droite, où là l'explication est rude entre les deux. Il est obligé d'aller chercher la corde là pour couper la spie. Derrière, Lilou Wadou ne demande pas tant. Si jamais il y a quoi que ce soit au niveau du freinage de la rectiligne, eh bien là on profitera avec opportunisme derrière. Elle est d'ailleurs pratiquement revenue. On essaye de décroiser pour Marguillot pour avoir une meilleure vitesse en sortie, mais ça ne suffit pas. Pierre va rester à la 4e position et donc c'est offrir sur un plateau d'argent la 3e place à Laurent Ergon. Laurent qui va savourer ce podium. On rappellera pour la petite histoire et pour la grande, eh bien qu'il n'en était pas passé bien loin hier, mais là c'est fait normalement. Il devrait rallier ce podium dans quelques petites secondes maintenant. Voilà mesdames, messieurs, l'Alpine Elf Europa Cup, acte 2 sur 3 pour cette saison 3. Ici, course d'ouverture des championnats de France des circuits à Nogaro, victoire incontestable de Matteo Herrero Racing by Milan compétition. Voilà l'appellation complète de cette performance, de cette équipe. Et le travail fabuleux accompli par ce duo devant, tout en étant d'une correction exemplaire, parce qu'à un moment je pense que Jean-Baptiste aurait pu il aurait pu céder un petit peu de manière pas forcément très fair-play. Il ne l'a pas fait, je pense que ce sera à souligner, c'est ce qui va marquer la particularité de cette course et donc le talent également de Laurent Ergon hein, qui a réussi à résister à l'ensemble des concurrents jusqu'au bout, y compris lorsqu'on s'appelle Pierre Sancinena qui prend les points de la 4e position, Marc Guillot 5e, Lilou Wadou est 6e, 7e Gauzière RDS. On retrouvera ensuite Thomas Laurent, l'excellentissime Thomas, Philippe Bourgois qui devance Anthony Fournier finalement en gentleman. Edwin Trainard était à la peine parce qu'il a dû à mon avis soit partir sur un setup à côté, soit connaître des soucis tout bonnement. Franck Roussel
12e, Yves Lemaitre, 13e, 14e, Stéphane Proux, Pierre Maki est 15e, Louis Méric, 16e. Et la 17e place de Stéphane Auriacombe, et on en connaît la raison, puisqu'abandon au tout début de l'épreuve. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous avoir présenté cette épreuve. Il y en aura une autre. Rendez-vous est pris avec l'Alpine Elf Europa Cup. Il sera 18h31 tout à l'heure, lorsque les voitures partiront lancer encore une fois, pour essayer d'aller chercher le diable du jour, Matteo Herrero. On va se retrouver dans quelques instants avec les meilleurs moments de cette course et quant à nous, on se rend immédiatement au podium. Bravo mon vieux. Bien joué. Belle maîtrise. Belle maîtrise. Bravo JB. Allez. C'est bien, petite tapette. On est plus là. Bien joué, belle course. Bravo mon vieux. Alors, 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 ça